Bonjour à tous et bonjour à toutes tous. Très heureux de vous retrouver pour une Alia Story avec aujourd'hui David Ringelheim. Ringelheim. J'ai presque bien dit. On va dire David, ça sera plus simple. Bonjour David, merci d'être avec nous pour parler de ton parcours. Un parcours, ma foi, très intéressant et on va dire très agité avec différentes étapes très intéressantes. On va essayer de faire toutes ces étapes avec vous, David. Alors d'abord, on va dire que vous habitez aujourd'hui à Ranana. Tout à fait. Vous avez 55 ans, Oui. 2 enfants. Et alors on va l'entendre, hein, vous n'avez pas encore suffisamment parlé, mais vous êtes originaire de Belgique. Bruxelles. À Bruxelles. Et vous avez fait votre alia en 1994. Ça fait donc 24 ans déjà. Tout à fait. Alors d'abord, dites-nous un peu votre enfance, enfin, début de votre vie à Bruxelles. Qu'est-ce qui fait que vous décidez tout d'un coup de venir en Israël, de partir en Israël ? Ça a toujours été mon rêve. Mm-hmm. D'abord, je partais souvent en vacances chez ma tante qui vit dans un kibbutz, Mishmar HaEmek. Ouais. Et donc, je partais souvent en vacances, mes parents m'envoyaient là-bas. Et mon cousin qui avait le même âge que moi. Donc, je participais à toutes les activités. Ça a dû rester quelque part dans ma tête. De plus, à Bruxelles, j'étais dans une école juive pendant quelques années. Mouvement de jeunesse aussi ? Et mouvement de jeunesse. D'accord. Et tout ça, mis l'un à côté de l'autre, m'a fait partir en Israël. Et disons que alors, vous partez en Israël après avoir fait un début de carrière professionnelle en Belgique ? Tout à fait. Donc, j'étais indépendant. Mm-hmm. J'avais 4 boutiques de vêtements. Ouais. Et ça, c'était ma vie à Bruxelles. Alors, c'est pas facile de décider de quitter une vie qui semble être assez à l'aise en Belgique, à Bruxelles. Vous avez dit 4 magasins de vêtements, une vie donc professionnelle assez remplie, pour s'installer en Israël. Il faut quand même une certaine volonté, beaucoup de force. Tout à fait, mais le déclic a été très simple. J'avais un bébé qui avait 1 an. Et comme mon rêve, c'était de partir, je ne voulais pas partir, comme beaucoup le pensent, à ma pension. D'accord. Donc, je voulais créer quelque chose de mes propres mains. D'accord. Et c'était un challenge qui vraiment m'intéressait. Donc, j'avais dit à ma femme, j'ai dit, voilà, c'est à mon avis le moment de partir. Je te laisse 2-3 jours pour réfléchir. Et si tu es Mais OK... moi, j'ai pris ma décision déjà. Plus oui, ou moins. non, mais je l'aurais... C'était une décision en commun. Mais je lui ai juste dit, si tu es OK, on se laisse 1 an pour préparer l'Alia et on y va. Et au moins, comme ça, le petit, ce sera beaucoup plus facile pour lui de gérer sa scolarité. Elle a dit oui. Okay. Et 1 an après, jour pour jour, on est parti. Une date que j'oublierai jamais, c'était le 20 novembre 1994. Ouais. Avec le bébé sous le bras. Un bébé d'1 an, donc. Voilà, exactement. Et donc, vous partez, direction l'aéroport Ben Gurion, ici en Israël. C'est où la première ville où vous arrivez ? Alors, Ranana. Ranana, toujours. Voilà, j'avais préparé un appartement avant notre alia. Donc, j'avais loué. Et donc, on avait un lieu où loger. D'accord. Donc, un lieu où loger. Il faut apprendre l'hébreu, bien entendu. Vous avez déjà appris l'hébreu lorsque vous étiez à Bruxelles ? Oui, j'avais appris l'hébreu notamment à l'école et aussi au kibbutz. D'accord. Donc, vous aviez quand même une petite base. Voilà. Vous permettait de commencer déjà des conversations, etc. Mais vous avez fait quand même un ulpan ? Alors, j'ai fait un ulpan, mais pas complet. D'accord, donc, comme beaucoup d'Olim Hadashi. Au bout de 2 mois et demi ou 3 mois, j'ai quitté l'Ulpan. D'accord. En me disant, voilà, il faut que je rentre dans la vie active. D'accord. Il faut que j'apprenne la mentalité. Il faut que je gagne ma vie, puisque j'avais des grands projets après. Bien sûr. Et donc, je me suis lancé dans un métier qui m'a appris énormément. Alors, justement, on va commencer parce que vous êtes lancé dans un métier, et puis on va voir, il y a eu d'autres choses après, par la suite, beaucoup de choses même par la suite. Et alors, on l'a dit, vous veniez du monde du commerce, des boutiques de vêtements, c'est ça ? Boutiques de vêtements. Et alors, est-ce que vous décidez de faire la même chose lorsque vous arrivez en Israël ? Pas du tout. Alors là, j'ai complètement changé d'angle.
Et je vais surprendre beaucoup de monde, mais j'ai commencé comme bellboy. Bellboy, c'est-à-dire, on va dire concierge dans un... Même pas. Porteur de valise. Porteur de valise, dans un hôtel. De luxe. Ouais. Un hôtel de luxe quand même, à Herzliya. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision? Parce que c'était une décision que vous avez prise vous-même, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas obligé à faire ça. Pas du tout. Je voulais d'abord trouver un travail facilement. Et comme je connaissais l'hôtel, parce que je passais mes vacances souvent aussi avec mes parents là-bas, je me suis dit c'était un fameux challenge aussi. D'abord de voir le monde qu'on ne voit pas en tant que client, tout ce qui se passe dans les sous-sols. Ouais. Et voir la réaction des clients aussi, c'était aussi rigolo, qui me connaissaient. Alors justement, comment ça fait quel est le sentiment d'être client de l'hôtel, puis passer tout d'un coup à être employé, porter les valises des touristes et de ceux qui viennent dans l'hôtel? Pour moi, c'était un sentiment extraordinaire. Tout d'abord, j'ai appris à connaître les clients. J'ai appris à me rendre compte qu'une personne qui travaille dans un hôtel, lui donner un pourboire, ça vaut de l'or. Alors moi, j'en avais pas besoin, mais j'ai appris tous les trucs pour recevoir des pourboires. Et j'ai vu les extrêmes dans les clients, ceux qui me donnaient à l'époque 100 shekels, c'est arrivé, ce qui était énorme. Bien sûr. Et d'autres personnes qui me donnaient 10 ou 15 ou 20 agourotes en pièces de 5 agourotes. D'ailleurs, j'ai un jour eu un client comme ça, et au bout de 2 mois, je connaissais la valeur des pièces sans les voir, rien qu'au toucher. Et je lui ai dit, écoute, j'ai pas besoin de ton pourboire, j'ai de quoi vivre, j'ai à manger à la maison. Et il est parti sans rien comprendre. Ouais. Mais ça m'a surtout permis de connaître aussi les gens qui travaillent dans un hôtel, qu'on ne voit pas. Ouais. Et ça m'a donné un nouveau respect pour des gens qui travaillent très très dur et qui font tout pour gagner leur vie. Alors, au bout de 2 ans à peu près, tu dis qu'il faut passer à autre chose quand même. Tu as connu ces nouvelles populations, ces personnes qui travaillent dans les hôtels, des personnes que tu ne connaissais pas encore véritablement. Et tu décides de te lancer maintenant dans le monde des affaires. Tout à fait. On a passé au tutoiement, tu peux remarquer, donc on va continuer avec le tutoiement. Et tu décides donc de passer dans le monde des affaires et tu trouves un domaine qui n'existe pas en Israël. Tout à fait. En fait, c'était la base c'était ma première idée. J'avais ça en tête en faisant mon alia. J'ai eu une exclusivité pour importer des sacs isothermiques. On rappelle ce que c'est les sacs isothermiques pour ceux qui ont oublié ou qui ne connaissent pas. Ce sont ces fameux sacs qu'on prend avec nous au supermarché pour mettre tous les produits surgelés. Exactement. Donc j'ai dû m'engager auprès de la société à commander 15 000 sacs. Et un fameux challenge, d'ailleurs, comme je n'avais pas d'entrepôt... Alors, ce n'était pas connu du tout en Israël à l'époque. Pas du tout. Mais aujourd'hui, d'ailleurs. Les gens ne connaissaient pas du tout ce produit. Dans un pays chaud, pour moi, c'était l'idéal. Donc, c'était mon idée de base en venant faire mon alliance en Israël. Comment ça a été accueilli, ce produit? Tout d'abord, il fallait trouver un nom accrocheur. Et je l'ai appelé Igloutique. Igloutique. Voilà. Et Igloutique. Oui, voilà, c'était très facile à retenir. Donc, j'ai essayé de me mettre en connexion avec toutes les grosses sociétés, les grandes chaînes de magasins. Ça, c'était très compliqué. Donc, j'ai décidé que ces sacs devaient se voir dans tout le pays. Donc, j'en ai mis de Naharia jusqu'à Eilat, en passant par Tel Aviv. Mais malheureusement, les gens ne connaissaient pas le produit, donc j'étais obligé de les mettre en consignation. Ça veut dire quoi? Je les mettais en dépôt. D'accord. Dans les magasins. Dans les magasins ne les achetaient pas, mais voilà, ils te disaient, je les prends et si ça se vend, je te renverse. Alors c'est vrai que ça a très bien marché. Les gens payaient, mais au bout de 3, 4, 5 mois. Donc, au bout d'un an, après avoir fait beaucoup de démarches auprès des grandes surfaces, où j'avais pratiquement conclu des très très grosses affaires, j'ai décidé de liquider mon stock, sachant que je ne perdais pas d'argent, mais j'en gagnais surtout pas et je perdais beaucoup de temps. Donc j'avais décidé de passer à autre chose. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai loué un emplacement à l'entrée d'un supermarché, Sommet Glilot à Herzliya. J'ai fait fabriquer un stand et en travaillant 12 heures par jour,
je vendais mes produits à la pièce. Mais quand même. Et j'ai tout vendu et j'ai jamais été aussi heureux parce que pour la première fois, je vendais et on me payait en cash. Les 15 shekels à l'époque que je vendais ces sacs. Donc tu as liquidé ce stock de sacs isothermiques et tu te dis il faut passer à autre chose. Et là, tu changes totalement de domaine, même un domaine un peu surprenant. Alors d'abord tu vas nous expliquer et puis tu vas nous dire surtout comment tu es arrivé à cette conclusion qu'il y avait une demande justement dans ce domaine. Alors c'est un peu lugubre. J'ai décidé de me mettre à mon compte, mais cette fois-ci dans le domaine du service, en me disant que là, je n'avais rien à investir, je n'avais qu'à donner de moi-même. Donc, j'ai décidé de créer une société qui s'appelait, d'après mon nom de famille, Ringelheim, Ringi Akever Naki, ce qui se traduit Ringi la pierre tombale propre. Voilà. Donc on parle de pierre tombale. Exactement. Donc, je me suis engagé à nettoyer les pierres tombales des personnes, en ayant un système un peu comme un car wash. Donc on pouvait s'abonner à 1 fois par an, 1 fois par mois, 2 fois par semaine, au choix du client. Mais comment tu démarchais les personnes ? Alors j'ai mis, je ne sais pas comment on dit en français, mais en tout cas en Belgique on appelle ça des toutes boîtes. C'est-à-dire je mettais des publicités dans les boîtes aux lettres. Ah, dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux lettres, jusqu'au jour où j'ai même reçu un coup de fil, je croyais que c'était une personne, qui s'appelait Galey Tzal. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux, Galey je comprends pas. Oui, parce que je comprenais pas. Et il me dit, écoute, c'est la radio, tu vas parler en direct. Ouais. Ah bon. Donc j'ai rappelé la radio et j'ai pu parler en direct et faire ma publicité. Tu as expliqué donc qu'est-ce que tu faisais. Voilà, c'était sur... Alors, les gens, on va s'attarder quelques minutes parce que c'est quand même intéressant comme métier, c'est peu courant. Les gens te contactaient, ils te demandaient, voilà, je veux que tu me nettoies la tombe 1 fois par an. Et tu allais sur la tombe et tu faisais le nettoyage. Exactement. Toi aussi, tout seul aussi 1 fois ? Tout seul. Tout seul, sans l'aide de personnes. Je venais avec ma brosse, mon savon et ma peinture. Et d'ailleurs, mon premier client que j'ai eu, j'oublierai jamais, parce que j'avais 3 rendez-vous avec mes clients. Le premier, il devait me montrer la pierre. Le deuxième, je nettoyais. Et le troisième, je lui demandais de venir voir mon travail. D'accord. Et le premier client m'a montré la pierre qui était énorme. Le cimetière était énorme. Dans quel cimetière ça se passait ? C'était à Ra'anana. À Ra'anana, toujours. Mais j'allais aussi à Tel Aviv. Et j'ai nettoyé la pierre parce qu'en plus c'était triste, c'était l'histoire de son petit enfant qui était décédé, donc c'est pas évident au niveau psychologique. Bien sûr. Tout que moi c'était mon gagne-pain et je pouvais pas montrer que j'étais content d'avoir un nouveau client, donc c'est pas évident à gérer. Donc j'ai eu beaucoup de peine et j'ai donné un travail sans fin. J'ai repeint même les lettres à la peinture d'une manière impeccable. Je l'ai invité à venir revoir sa pierre, la pierre de son fils. Et là-dessus, il a commencé à me hurler dessus. En fait, je m'étais trompé de pierre. J'avais fait celle du voisin. Donc je l'ai pris comme une bonne action pour le voisin et j'ai retravaillé pour sa pierre. Et au bout de quelques mois, j'ai dû arrêter parce que j'avais trop d'histoires lugubres. C'était difficile psychologiquement. Ce qui m'a fait arrêter, c'était mon dernier client où c'était une personne d'une 40aine d'années qui est venue avec son père, qui devait en avoir 80. Et qui m'expliquait qu'il fallait nettoyer le trou où son père allait décéder. Donc j'ai refusé, j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Très bien. Alors, donc on est en 1997, si je ne me trompe pas. Après cette expérience donc, de nettoyeur de pierre tombale, tu retournes, on peut dire, à tes premières amours, puisque tu retournes dans un magasin de luxe cette fois-ci. Et tu deviens directeur du magasin Ralph Lauren à Tel Aviv, au Canyon Ramat Aviv. Plus ou moins. Plus ou moins. Je vais m'expliquer. Okay. Tout d'abord, c'était une période critique pour moi. Parce que comme je voyais que réussir dans le business en Israël, c'était très difficile, j'ai eu un moment dans la tête l'envie à contre-cœur.
C'était pas l'envie. À contre-cœur, j'ai dû penser à retourner. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de solution. C'est-à-dire que tu avais déjà fait quand même pas mal de choses. Tu étais bellboy. Après, tu avais essayé de faire importer des sacs isothermiques. Ça n'avait pas trop marché. Tu as cette expérience aussi avec les pierres tombales qui était une expérience psychologiquement difficile. On arrive à un certain moment, il faut quand même gagner sa vie. Je suppose que tu avais déjà un enfant, puisque tu es déjà venu avec un enfant. Peut-être le second était déjà né. Et il a fallu se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu t'es posé la question, en tout cas avec ton épouse, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors on s'est dit, voilà, on va se laisser quelques mois. Une dernière chance, mais il faut y croire. Moi, j'ai comme principe qu'il faut toujours y croire, avoir la foi. D'accord. Et j'ai un slogan dans ma tête, c'est Koar Veratson, force et volonté. Ça a toujours été dans mon esprit. Et un miracle s'est produit. C'est pour ça que tu es aussi très sportif, je suppose. Oui, je fais énormément de sport. Et un jour, en allant justement en allant dans ma salle de sport, je vois une petite affichette où était noté qu'il recherchait quelqu'un pour être directeur d'un nouveau magasin en Israël qui s'ouvrait, une nouvelle marque, Polo Ralph Lauren. Je me suis présenté. Et c'était effectivement pour un magasin dans le canyon Ramat Aviv. Mais la personne avec qui devait me recruter, qui est devenue aujourd'hui mon meilleur ami, m'a dit que ce n'était pas un poste pour moi, j'étais trop vieux. Ah. Mais il me dit, il y a une opportunité, on ouvre un deuxième magasin de luxe Ralph Lauren sur le Kikar à Medina. Et là, je te verrai bien. Mais comme sous-directeur. Okay. Je n'ai pas réfléchi 2 secondes. J'ai foncé, j'ai dit oui. Et là, j'ai pu souffler, ça m'a stabilisé. Donc, directeur du magasin donc, Ralph Lauren sur Kikar Medina, donc on va dire un des endroits les plus prestigieux de Tel Aviv, avec les magasins de luxe. Donc, ça te fait rentrer un peu dans ce monde du magasin de luxe en Israël, et jusqu'à ce que tu fasses une nouvelle rencontre qui va te permettre là de faire une carrière, on va dire, importante dans ton alia, dans ta vie en Israël. Voilà. Donc, après avoir réussi chez Ralph Lauren et passé de sous-directeur à directeur, en ayant vraiment fait progresser la marque d'une manière fulgurante, j'étais heureux. J'avais enfin un salaire tous les mois, un bon salaire, j'étais vraiment bien payé. Un travail. Mais je donnais... travail fixe. Un travail fixe. Et des horaires normaux. Plus ou moins, oui, mais j'étais quand même directeur, donc je ne comptais pas les heures. Un beau jour, je reçois un coup de fil, alors que j'étais en plein stress avec plein de clients dans le magasin, d'une personne qui se présente comme recruteur, et qui me dit, voilà, écoute, je voudrais que tu viennes à un rendez-vous. Il y a une société, c'était une Israélienne, qui me dit, une société française, la plus luxueuse qui existe au monde, qui s'appelle Louis Vuitton. Alors je dis, Louis Vuitton, oui, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, à l'époque, je pensais encore que c'était des sacs de grand-mère. Donc ça a été un frein pour moi. Et elle a tellement insisté, elle m'a appelé plusieurs fois. J'ai dit, écoute, je veux bien y aller, mais pas plus de 20 minutes parce que je n'ai pas le temps. D'accord. Donc j'ai été à ce rendez-vous et il y avait ce recruteur français qui m'attendait. Et j'ai été avec un frein à main. Donc j'étais vraiment anti, voilà. Et il m'a tellement persuadé. On est resté pour finir 2 heures à discuter. Il me voulait, absolument. J'ai accepté. Et là, ça a été un bouleversement énorme pour moi, un changement dans la vie exceptionnel. C'est-à-dire que tu es devenu donc premier directeur du magasin Louis Vuitton en Israël. En Israël. Qui se trouvait lui aussi sur le Kikar à Medina. Donc une marque très prestigieuse. Ça t'a permis un peu de connaître tout le who's de Tel Aviv à cette époque ? Non, pas à cette époque-là, parce qu'à cette époque, cette marque n'était pas du tout connue. Donc il a fallu d'abord la faire connaître. Il fallait la faire connaître. Elle était connue par une petite élite qui voyageait beaucoup à l'étranger. On est dans les années 2000. 2000, tout à fait. J'ai même un souvenir très très fort d'un de mes premiers clients qui est venu chez moi et qui m'a dit, dis-moi, Louis Vuitton, c'est un juif ? Je dis non, il y a une erreur, c'est pas Louis Vuitton, c'est Louis Vuitton. Et oui, à ce moment-là, on partait de zéro. Et je dois dire que depuis ce moment-là jusqu'à la fin, donc 18 ans après,
le magasin a augmenté son chiffre d'affaires à deux chiffres chaque année. Alors, ça t'a permis de rencontrer des personnalités quand même, puisque la marque est devenue connue, de plus en plus de personnes fréquentaient le magasin. Des rencontres importantes qui ont été faites à ce moment-là ? Énormément. Comme j'étais en même temps ambassadeur de cette marque, c'est quand même pas donné à tout le monde de confier une boutique qui représente tellement en valeur par ses produits, par sa renommée, par son nom. Et j'étais devenu en quelque sorte Monsieur Louis Vuitton en Israël. Donc j'étais invité à énormément d'événements. J'ai organisé moi-même énormément d'événements, notamment à l'ambassade de France. J'ai pu rencontrer des personnalités comme Monsieur Shimon Peres, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'était une fierté incroyable. Et j'ai rencontré aussi énormément de personnes dans ma vie de tous les jours dans le magasin. Je me suis fait énormément d'amis auprès de mes clients. Jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'on le verra, j'ai quitté. Et ça a été une expérience exceptionnelle. Alors, comme tu dis, il y a à peu près un peu plus d'un an, tu quittes Louis Vuitton. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Tout d'abord, j'estime qu'au bout de 17 ans, c'est pas mal. J'étais encore motivé. Mais pour deux raisons. Un, il y avait le management qui avait fort changé, un management à l'américaine très, très agressif, qui demandait beaucoup, que j'étais prêt à donner. Mais j'estimais, à ce moment-là, que c'était pour moi une opportunité, vu mon âge, je m'estime encore jeune, dynamique, de réaliser peut-être ce que j'ai toujours voulu réaliser en Israël, être à mon compte. Donc j'ai profité pour cette période où j'étais en très bonne entente avec la maison mère à Paris, où j'avais une excellente réputation. Ils étaient très contents de moi et j'étais très content d'eux, de me dire voilà, je ne veux pas terminer jusqu'à ma pension à travailler dans cette boutique. Je crois que j'ai fait le tour du propriétaire. J'avais besoin d'un nouveau challenge. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte, dans le service évidemment. Alors on va en parler aussi dans quelques instants. Avant, on termine avec l'enseigne Louis Vuitton. Continue d'exister aujourd'hui en Israël ? Plus que jamais. Ouais. J'ai laissé une société derrière moi encore en pleine expansion, qui se trouve à Ramat Aviv aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été un choix proposé par moi-même. Le passage qui a été un succès exceptionnel. Aujourd'hui, on ne touche plus uniquement la classe la plus haute, mais on touche aussi Monsieur Tout le Monde. Parce que la spécificité d'Israël, c'est qu'on peut payer en crédit, en tachloumim, et ça permet à beaucoup de monde de venir acheter dans le magasin. Alors, le nouveau challenge, donc depuis un an, c'est une société que tu as créée, tu as voulu te mettre à ton compte. Alors, on va dire quelques mots sur cette société, on en reparlera dans une autre émission sur Studio Qualita. C'était une idée que tu avais déjà depuis longtemps ? Non. J'ai toujours voulu travailler dans le service. J'adore le contact humain. Et pour moi, j'estime qu'en Israël, le service doit être au top. Parce que je considère Israël un peu comme une personne qui marche plus vite que son ombre. Ouais. C'est-à-dire tout est extraordinaire, tout avance à une vitesse exceptionnelle. On va parler des infrastructures routières, de tout ce qui est technologique, armée, médical, c'est exceptionnel. Et aussi, même les restaurants. Mais il manque pour moi toujours cette petite touche finale personnalisée. Alors, est-ce que justement, on va revenir dans un instant sur cette société que tu as créée, mais je voudrais m'attarder quelques secondes sur le service en Israël. Est-ce que tu penses qu'il est de bonne qualité aujourd'hui par rapport aux années, lorsque tu es arrivé dans les années 90 ? Oui et non. Pour moi, la qualité est très très bonne dans l'horeca, c'est-à-dire dans la restauration. Mis à part ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Il y a énormément d'affaires. Il y a une question de confiance qui est encore très difficile à établir. Je connais ce mot tous les jours, je l'entends tous les jours, Yebesed, ça va aller. Et ça, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va et ça marche. Et ça ira. Et ça ira. Alors justement, tu as créé une société qui est une société de gestion de biens immobiliers. Oui. Et donc, on en reparlera bien entendu sur Studio Qualita pour voir exactement de quoi il s'agit. Quel est, on va dire, ton slogan de vie ?
justement, concernant cette société et puis en général tout ton parcours en Israël? Mais pour moi, il y a une phrase qui est très très forte dans ma tête et c'est là-dessus que je me base pour d'avoir créé ma société. C'est qu'une réputation perdue ne se retrouve plus. Et c'est la base de tout. C'est-à-dire, surtout quand on commence un nouveau business, si notre réputation est mauvaise, mais on n'a aucune chance de réussir. Du fait que je sais que j'ai une réputation très très bonne, que j'ai toujours été honnête et droit dans mes bottes, ça ne pouvait que m'apporter du bonus. Marché, on verra dans le futur, mais en tout cas, pour le moment, je suis très satisfait. Alors, ça débute, hein, c'est tout juste, ça fait tout juste 1 an, même pas 8 mois. 8 mois. Est-ce que tu as déjà en tête d'autres projets après ce projet ou pour le moment? Non. Pour moi, j'aime pas me lancer dans, on va dire, plusieurs courses en même temps. D'accord. Je préfère faire mon travail à 100%. Dans un domaine bien précis et ça me facilite la tâche pour me concentrer dans ce que je fais. Dernière question avant de se quitter. Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui veulent faire son alia et qui ont à peu près le même profil, c'est-à-dire quand j'ai déjà commencé une petite carrière professionnelle en France ou en Belgique et qui veulent faire leur alia, quel est le conseil le plus important que tu pourrais leur donner? Je dirais qu'il y en a plusieurs, mais pour être court, c'est d'abord d'y croire. C'est un des secrets. Si on y croit et qu'on en veut, avec ce que j'avais dit au début, force et volonté, on réussit. C'est une question de temps et il faut y croire. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as, tous les guillemets qu'on veut mettre, réussi ton alia en tout cas? En fait, mon premier travail de bellboy m'a fait comprendre une chose. On ne réussit jamais à 100%. Il faut toujours revoir le lendemain ce qui se passe et continuer. Il y a toujours des choses à faire. Aujourd'hui, on est blanc, demain, on est noir. Mais il y a une chose que je sais, c'est que même on peut regarder le ciel, c'est mathématique. On regarde le ciel, le soleil peut être caché par un nuage, le nuage bouge, le soleil réapparaît et vice-versa. C'est sur ça qu'on va conclure. Merci beaucoup, David, d'être venu depuis Ra'anana pour nous parler de ton parcours d'Alia très intéressant. Merci à vous. On va te souhaiter en tout cas encore beaucoup de hatzlachot, beaucoup de réussite dans tout ce que tu entreprendras. Merci beaucoup, David. Merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.